We have filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. To the International Space Station. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Louis. Heureux de te recevoir à la petite table de LDLN lors du pas du Fest OVNI, parce que là on n'est pas à Fest OVNI, mais lors du 14e congrès de OVNI Languedoc à Pérols. Voilà. On est le dimanche 6 octobre 2024. Déjà, peux-tu nous te présenter aux gens qui éventuellement ne te connaissent pas? Je suis auteur spécialisé dans l'historique du phénomène OVNI qu'on appelle aussi PAN. Donc je mène des études surtout sur les archives et je compare les performances de ces phénomènes ou objets par rapport à l'aéronautique de chaque époque. Et puis je travaille aussi sur les énigmes spatiales, toutes les curiosités qu'on peut trouver dans l'espace, que ce soit sur la Lune, dans le système solaire. Là, si on a un moment, je pourrais parler des dernières découvertes assez stupéfiantes de James Webb, qui bouleversent un peu la vision du modèle cosmologique standard. Et puis, ponctuellement, je fais aussi de la démystification de canulars. D'accord. Tout comme tu as fait sur une émission avec sur Mosan et compagnie. Voilà. Le journaliste Raymé Mosan est connu parce que depuis 30 ans, il aborde différents sujets sur ses chaînes, mais il a une rubrique qui est consacrée donc à l'ufologie. Et malheureusement, il faut le dire, il ramasse tous les canulars qui traînent sur le net. Il en fait une exploitation sensationnaliste à des fins financières, à des fins de ce qu'on appelle du putaclic, ou pour que les gens aillent vers ces émissions, qui revend ensuite à différents documentaires. Et on a eu des affaires exceptionnelles, comme le moment où il a voulu nous faire croire qu'il y avait un cheval volant. On avait une vidéo une forme en forme de cheval donc qui évoluait dans l'air. A priori, c'était juste un ballon. Mais lui, il essayait de faire croire à des médias que le cheval volait vraiment parce que, soi-disant, qu'il bougeait les jambes. On a eu des fausses créatures extraterrestres, comme la créature de Métépec, qui avait été prise dans un piège par un fermier, mais Mosan avait essayé de faire croire que c'était une créature venant d'ailleurs, mais rapidement, un taxidermiste avouait qu'il avait manipulé un singe. Il y avait la célèbre affaire du pingouin dans l'arbre, où il y avait un pingouin qui avait été pris dans un arbre, en photo dans un arbre au Mexique, et un pingouin, les pingouins vivent dans l'hémisphère nord, très loin, ou les manchots dans l'hémisphère sud, donc on se demandait ce qu'ils avaient à faire là, et il suggérait un phénomène paranormal. Mais finalement, des ornithologues ont rapidement identifié un volatile qui s'appelle un bioro gris. D'accord. Et après, Monsieur Mosan récupère toutes les vidéos qui traînent sur le net. La majorité sont des fakes. Son équipe les vérifie pas, mais par contre, il essaie de mettre en avant, en faisant croire que c'est peut-être la preuve d'une visite extraterrestre sur Terre. Il essaye d'en tirer un certain profit. Donc, moi, je m'intéresse à ces dossiers parce que ça pose un problème à l'ufologie. Ça décrédibilise, ça peut décrédibiliser le sujet.
Donc j'interviens pour apporter la contre-analyse quand j'ai des éléments dessus. D'accord. Et pourquoi tu t'es intéressé à l'ufologie parce que quel est ton parcours scolaire déjà et pourquoi tu t'es intéressé à l'ufologie? Je suis spécialisé en formation en économie et en études de marché. Et je me suis intéressé à l'ufologie parce que je trouvais que c'était une énigme qui était bien documentée. Puisque dès le départ des grandes vagues, à partir de 1947-1950, on a quand même beaucoup de témoignages civils concordants, mais surtout des pilotes, des ingénieurs, des scientifiques qui parfois en groupe disent avoir observé des objets dont les performances correspondent pas à celles de l'aéronautique et qu'elles sont vraiment très décalées, surtout à ces périodes-là. Par exemple, le principe du disque volant. Le disque volant était majoritairement observé dès 1947 dans cette grande vague de l'été par de nombreux civils et militaires. Eh bien, ces disques volants étaient décrits comme se déplaçant à très grande vitesse, largement supersoniques au-delà du mur du son, mais ne produisant aucun bruit. Et sur ces disques volants, dans les descriptions, il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de système de propulsion visible. Et bien même de nos jours, presque 80 ans plus tard, on ne peut pas reproduire cet engin. C'est-à-dire qu'on a bien construit des disques volants comme l'Avrocar dans les années 59-60, qui n'allaient pas à plus de 60 km/h. On a construit d'autres avec des hélices qui vont jusqu'à 200 km/h, comme les voitures volantes de Moller International. Mais un disque volant supersonique, aucune armée au monde n'est parvenue à le reproduire. Et pourtant, c'était majoritaire à l'époque. Et ça fait partie d'un des critères sur 20, à peu près, qui sont inexplicables sur les disques volants. Donc, comme c'était solidement documenté, c'est une énigme qui aiguillonne ma curiosité, qui me pousse à faire des recherches dessus. D'accord. Si je me trompe pas, tu es le cofondateur du CIPO. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi le CIPO et de quelle manière les gens qui s'intéressent à l'ufologie ou les groupes qui s'intéressent à l'ufologie et qui ne font pas partie du CIPO, comment on peut le joindre et quelle était l'idée de départ du CIPO? L'idée de départ, c'est que effectivement, il y a énormément d'associations et de chercheurs en France qui travaillent sur le sujet OVNI, et on s'était dit qu'on aurait plus de force si on se réunissait pour faire des actions communes. Donc l'idée, c'était de se réunir dans un mouvement qui n'est pas hiérarchique, mais qui permet de mettre en commun nos motivations et nos moyens pour faire des projets ensemble. Alors par exemple, on a commencé à envoyer une lettre au président de la République en 2020, donc pour l'alerter sur la réalité du phénomène OVNI et sur les points qui sont préoccupants en France. Parmi les points qui sont préoccupants en France, c'est la préservation des archives. On a énormément d'archives donc qui sont tenues par les mouvements ufologiques français, les enquêtes par les précurseurs qui furent Aimé Michel, Jimmy Gueux et bien d'autres, et qui parfois sont menacés de disparaître. Donc il y a aussi des associations qui sont spécialisées là-dedans, comme le Sceau, qui les récupère, qui les sauvegarde, qui les dépose dans des fonds d'archives publics. Donc on a lancé une alerte sur ce sujet-là. On a aussi lancé une alerte sur le fait que la science devrait s'intéresser au sujet, qu'il n'y a pas assez de financement en France. Je ne connais aucune association ufologique française qui touche des financements publics officiellement, et il n'y a pas non plus de mécènes comme il y a aux États-Unis qui sont prêts à mettre 10 millions de dollars sur la table pour faire avancer le sujet. Et on a alerté aussi sur le traitement du sujet par les médias. Les médias grand public n'aident pas vraiment le sujet jusqu'à maintenant. Même s'il y a des améliorations sur les dernières années, quand un témoin va sur un média grand public, ou un ufologue, ou une association, il y a de fortes chances que ça soit tourné en dérision, qu'il y ait des aliens en plastique, qu'il y ait des clowns, que ce soit pas pris au sérieux. Donc ça, il serait intéressant que ça change. Donc on se base sur tous ces sujets-là, avec différentes actions. Et concernant les archives, en 2022, donc on a fait un dossier spécial sur les archives francophones pour réunir les liens d'accès de toutes ces archives. Donc on a mentionné bien sûr le travail de tous ces anciens ufologues. On pourrait citer monsieur et madame Fouéré, avec leur
le GEPA, qui fut un magazine qui à l'époque était considéré comme un des plus sérieux, où il y avait même un général de l'armée de l'air, M. Chassin, qui l'a présidé pendant quelques années. On a cité les archives modernes, donc comment accéder aux archives du GEPAN, qui est un organisme public, bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui met à disposition librement 3000 cas. L'intérêt de ces archives, c'est qu'on peut y trouver des procès-verbaux. Et c'est très difficile habituellement d'avoir accès à ces procès-verbaux. Bon, le GEPAN les a scannés et on peut les télécharger, même s'ils sont anonymisés. Ensuite, on a des archives de médias mainstream qui, dans les années 1950, 1960 et autres, interrogeaient des témoins. Les archives de l'INA, donc là, on a mis les liens. Donc tout ça sur une émission qui était consacrée, qui s'appelait les archives OVNI francophones, que j'avais animé sur Nuit TV. Et sur le site du CIPO, on a mis tous ces liens. Il y a aussi UFOnize, qui est un site spécial qui entreprend de récupérer les déclarations des acteurs majeurs de l'ufologie, donc des pilotes, des policiers, des présumés témoins d'abduction. Tout ça, il a récupéré ses sources. Ça fait quelques minutes en général, il les a mis sur son site. On a travaillé avec le GARPAN, qui est une association ufologique canadienne, pour mettre en avant leurs travaux de préservation, mais aussi une énorme étude qui a été faite au Canada entre différentes associations ufologiques qui ont rassemblé 20 000 cas. Donc voilà un peu le travail qui a été mené jusqu'à présent. Et de mon côté, je travaille sur les archives mondiales actuellement concernant les rencontres pilotes OVNI, et j'en parlerai dans quelques mois. Tout à fait. Une belle surprise à venir. Ah encore. Oui. Ok. Pour en revenir là, à l'ufologie, tu peux me dire ce que tu penses de l'ufologie française en général et éventuellement de l'ufologie mondiale par rapport à l'ufologie française, faire le parallèle. Alors pour l'ufologie française, donc on différenciera l'ufologie publique qui est le GEPAN, qui est un organisme d'État rattaché au CNES, un Centre national d'études spatiales, qui dispose d'un petit budget, mais quand même pas très élevé tout de même, puisqu'il a un salarié, son directeur, la secrétaire donc qui s'occupe du traitement des dossiers, et aussi un réseau d'enquêteurs bénévoles de terrain. Il existe d'autres organismes dans le monde du même type, mais pas beaucoup. On a le CEFA, qui a publié des archives. On a Après, le CEFA, pour les gens qui ne connaissent pas, dans quel pays se trouve-t-il? Alors, c'est le Chili. Voilà. Ensuite, on a un organisme au Pérou. Et on a les organismes aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le bureau d'enquête du Pentagone qui a changé plusieurs fois de nom, donc qui s'appelle au départ l'UAPTF, l'AIOMSG et maintenant l'ARO. Alors, il va peut-être changer de nom, il va peut-être changer de directeur, ça change tout le temps. C'est un organisme qui a commencé à produire des études. Il a étudié 800 cas, mais ses approches sont contestées par l'ufologie privée américaine. Donc aussi dans d'autres pays européens ou d'autres pays ont divulgué des archives. Le ministère de la Défense britannique a ouvert à un moment certaines archives. L'Espagne l'a aussi ouvert, notamment sur le cas de Manises en 1979, où un avion était poursuivi par des lumières et ce qui l'a forcé à atterrir, par exemple. D'autres pays l'ont ouvert. Alors ça, c'est pour l'ufologie publique. Concernant l'ufologie privée en France, on a un réseau qui serait trop long à évoquer, puisqu'il y a des associations ufologiques dans toutes les régions. Donc on en a, là on a OVNI Languedoc, il y en a à Marseille, le COES par exemple que j'ai rencontré hier. Il y a les repas ufologiques, il y a d'autres dans d'autres régions. Et ce qui est à déplorer, c'est le manque d'aide qu'on leur accorde. Donc on avait dit pas de financement, ils ont très peu de moyens, donc ce qui permettrait par exemple s'ils en avaient de s'offrir du matériel d'enquête, du matériel vidéo, d'organiser des rencontres de plus grande ampleur.
Et ils n'ont pas non plus de soutien médiatique, sauf au niveau local. Au niveau local, on constate qu'il y a des journalistes dans chacune de ces régions respectives qui parfois, avec bienveillance et avec sérieux, viennent faire des reportages. C'est notable, je l'ai vu à plusieurs reprises. D'accord. Justement, pour en parler des journalistes, est-ce que tu trouves... si on prend un exemple encore avec les faits américains, bon, j'aime pas trop parler des États-Unis, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Aux États-Unis, je sais que les grandes chaînes de télévision, CNN, CNews, toutes ces grandes chaînes parlent souvent du sujet, présentent souvent le sujet. D'ailleurs, font beaucoup de publicité actuellement sur tout ce qui se passe sur les fameuses révélations qui vont arriver. En France, on entend très peu parler dans les journaux du 20h ou même sur que ce soit BFM, CNews ou LCI d'OVNI, d'ufologie. À ton avis, ça vient de quoi? Est-ce que c'est une raison française, bien française, franco-française comme on dit, ou il y a un problème clairement de traitement du phénomène OVNI, puisque les médias grand public ont tendance à dériver. Elles dérivent soit vers ce qu'on appelle l'ironico-scepticisme, c'est-à-dire que dès les années 50, par exemple quand on interviewait Marius de Wild, il y a des journalistes qui venaient se moquer de lui, et ça s'est perduré. Il y a des journalistes qui font pas tout à fait leur métier d'investigation, puisque au lieu de chercher la vérité, ils préfèrent plutôt donc s'en moquer, ou à défaut et à contrario en faire du sensationnalisme. En essayant d'en rajouter, en disant que les aliens sont peut-être en train de débarquer. Et ce qui a déploré aussi, c'est leur lacune dans l'investigation. Je vais prendre un exemple. En 2021, Rémi Gaillard, l'humoriste, a fait un canular assez élaboré, tout à fait, où il y avait un de ses comparses qui avait utilisé un drone lumineux, et ensuite 2 personnes, de mémoire une éleveuse parmi eux, qui avaient dit qu'ils avaient vu cet OVNI. TF1 a été dépêché sur place, et au lieu de faire une investigation poussée, par exemple, ils se sont fait avoir par le canular. Alors que si ils avaient fait preuve de professionnalisme, ils auraient pu aller regarder ce qu'en disaient les associations ufologiques. Et plusieurs associations ufologiques avaient semé l'alerte sur ce cas déjà. Ils disaient c'est pas normal que sur la vidéo, on semble voir quelqu'un qui manipule un objet comme un boîtier de drone. Le témoignage présentait des lacunes. Donc si ces journalistes avaient fait l'effort d'investigation minimale d'aller consulter des spécialistes ufologiques, ils ne se seraient pas fait leurrer. Donc voilà, c'est le défaut des médias, c'est-à-dire qu'ils se font leurrer par les canulars, mais en plus ils se font leurrer par des dossiers de désinformation. Par exemple, il y a quelques années, il y avait des historiens de la CIA qui disaient que l'avion espion U-2 était responsable de 50% des observations d'OVNI. Et ils avaient sorti un rapport. Mais la plupart des médias mainstream avaient relayé cette information sans la vérifier. Et s'ils avaient regardé la date de mise en service de l'avion U-2, ils seraient aperçus que le programme a commencé en 1954 et son premier vol en 1955. Donc ce qui veut dire que l'avion U-2, même si c'est un avion en avance sur son époque qui volait à haute altitude, à peu près 20 km, ne pouvait pas être impliqué dans les grandes vagues d'OVNI antérieures, notamment celles qui s'étaient produites entre 1947 et 1955. Et la deuxième chose, c'est que on disait que l'avion U-2 avait des peintures réfléchissantes. Oui, il apportait des peintures réfléchissantes qui généraient des reflets au lever et au coucher du soleil. Mais ça n'a pas duré bien longtemps, parce que quand on utilise un avion espion, le but c'est qu'il soit pas repéré. Donc les peintures réfléchissantes, elles ont été rapidement ôtées pour mettre des peintures sombres. Et c'est donc en gros dès 1960, il n'y avait plus de peinture réfléchissante. Donc si l'avion U-2 était impliqué dans des confusions avec des ovnis, c'était que pendant une très courte période. Et ça, les journalistes n'ont pas relevé ces éléments historiques. Pourtant, ça aurait été simple de le faire. Tout le monde peut le faire. Quand on dit qu'un avion est impliqué, potentiellement impliqué dans les confusions d'ovnis, il suffit de regarder sa date de mise en service et ses caractéristiques. Et autre chose, l'avion U-2 il n'est pas supersonique, donc il peut pas être confondu avec des disques volants qui se déplacent à des vitesses extraordinaires.
Donc voilà la faille les failles du journalisme en France actuellement, c'est qu'à défaut d'investigation et à défaut de faire appel à des ufologues qui connaissent l'affaire, bon ben ils se font avoir par ces dossiers de désinformation ou alors des canulars. Je sais que les journalistes souvent ne creusent pas un peu le sujet parce que moi, comme tu sais, j'étais sapeur-pompier et nous, ça nous faisait bondir quand on regardait les infos et puis qu'on entendait parler que les sapeurs-pompiers rentraient avec les bouteilles d'oxygène dans le feu. C'était complètement délirant. Bon, bah ça, c'est encore autre chose. Ouais. As-tu quelque chose à rajouter sur tes prochains projets, les prochaines choses que tu vas organiser peut-être ou... Oui, donc il y a ces travaux sur les rencontres pilotes OVNI. Et pour vous donner quelques informations, on parlait de James Webb. Actuellement, il y a une des pistes pour voir si nous sommes seuls dans l'univers, si on peut détecter d'autres formes de vie dans l'univers. Bon, il y a différentes pistes qui se creusent. Alors, il y a la recherche de biosignatures. Peut-être dans notre système solaire, on se demande si il y aurait pu avoir sur Mars, par exemple, une ancienne civilisation passée. Et on a détecté sur des dernières années quelques curiosités, des traces de méthane. En sachant que le méthane peut être produit par bien sûr, du biologique, mais aussi par de la chimie. Donc pour l'instant, c'est en cours d'étude. On a trouvé des traces magnétiques assez étranges qui peuvent avoir des variations quotidiennes. Ça aussi, il y a des enquêtes qui sont faites. Et on a trouvé du carbone 12. Du carbone 12 qui à la fois peut être biologique ou minéral. Mais dans ce cas-là, le problème qu'on a, c'est que les rovers qui sont là-bas ne peuvent pas déterminer ça. Ils n'ont pas les outils suffisamment élaborés. Donc, il faut faire une mission de retour d'échantillons, peut-être Mars Sample Return, en début des années 2030. Dans l'actualité de recherche, donc il y a James Webb qui a été lancé en 2021 et qui offre des perspectives très intéressantes parce que il peut détecter avec dans l'infrarouge des exoplanètes avec beaucoup plus de finesse qu'auparavant. Il a pris déjà plusieurs photos d'exoplanètes et on utilise des techniques de coronographie. C'est-à-dire que pour faire ça, on diminue la lumière émise par l'étoile, ce qui fait plus apparaître les exoplanètes autour d'une étoile. Donc il a pris des photos très intéressantes. Il a aussi fait d'autres découvertes qui bouleversent un peu ce qu'on imaginait du modèle cosmologique actuel. En premier lieu, il a commencé à repérer des galaxies qui sont apparus dans l'univers à partir de quelques centaines de millions d'années. La dernière, c'était en juin 2024. Elle est estimée à 300 millions d'années juste après la création de l'univers, il y a 13,7 milliards d'années. Ça bouleverse le modèle de croissance qu'on imaginait parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait pouvoir des galaxies à cette période-là. Donc ça invite les astronomes à envisager d'autres possibilités, comme un modèle croissant, un modèle rapide de croissance de galaxies, et encore c'est très débattu. Et l'autre chose que James Webb a repéré, c'est le taux d'expansion de l'univers. Alors ça c'est une longue histoire, donc c'est l'ingénieur le physicien Edwin Hubble qui avait pour la première fois repéré que notre univers était en expansion avec le système de décalage vers le rouge. Des décennies après, d'autres astronomes ont démontré que cette expansion s'accélérait depuis quelques milliards d'années. Mais le problème était de la mesurer. Donc on mesure le taux d'expansion de l'univers qui se mesure en kilomètres par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec, c'est 3,26 années-lumière. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un instrument pour le mesurer, on obtient des données différentes. Alors d'après ce que je me souviens, le satellite Planck l'a mesuré à 67 km par seconde par mégaparsec. Ensuite, Hubble devait l'avoir mesuré à 73 km par seconde. Et là maintenant, le télescope James Webb le mesure à 74. C'est absolument aberrant qu'on ait de telles disparités. Alors on pourrait me dire ça fait que 10% de différence, mais à l'échelle de l'univers, c'est monstrueux. C'est clair. Bon. Et actuellement, la communauté scientifique s'arrache les cheveux pour savoir d'où viennent ces différences. Parce qu'on pourrait dire, il y a forcément un problème de mesure sur l'un des appareils. Mais ils n'en trouvent pas.
Donc ça fait partie des nouveaux mystères actuels, et sans compter, bon bah là c'est un autre sujet, mais c'est les recherches d'éventuelles technosignatures. Et là le champ est large parce qu'on pourrait chercher des lumières artificielles. Par exemple, si nous on observe notre planète, évidemment, il y a l'intensification des lumières depuis des décennies fait qu'on serait facilement repérable. Mais actuellement, le défi quand on étudie les exoplanètes, c'est de différencier la lumière artificielle éventuelle de la lumière naturelle. On pourrait chercher des structures sous condition d'avoir l'optique nécessaire pour pouvoir les observer. On pourrait chercher des signaux radio, sous condition que ce ne soit pas des faux positifs. Par exemple, j'ai cité une anecdote, en 2015, il y avait des astronomes d'un observateur australien qui pensaient avoir détecté un signal spatial inconnu. Mais en fin de compte, ça venait de leur micro-ondes. Ou des fois, on a confondu des signaux spatiaux avec des signaux émis par des satellites. Donc ça, c'est compliqué. Sur le signal WO, le mystérieux signal WO, je crois que c'est en 1977. Là, il y a des nouvelles thèses qui sont apparues disant que c'était peut-être des passages de comètes devant un astre qui avait généré ça. Donc c'est très compliqué de faire la différence, mais en tout cas, la recherche s'affine. Donc il peut être raisonnable de penser que grâce à des nouvelles technologies qui mélangent l'intelligence artificielle et la recherche spatiale, ça va permettre d'affiner cette recherche et peut-être d'aboutir à une réponse et de pouvoir repérer d'éventuelles civilisations avancées dans l'univers dans les temps qui suivent. D'accord. Attends 2 secondes. Hop. Donc, pour finaliser notre petite rencontre là, à Pérols, qu'as-tu à rajouter, toi? Tu as un message à faire passer ou pas? C'est que l'ufologie devient de plus en plus compliquée parce que être enquêteur de terrain, par exemple, ça nécessite de maîtriser de nouveaux logiciels qui peuvent être complexes. Alors il y a les logiciels de suivi satellite. On a Even Above, par exemple. On peut être amené à consulter des logiciels de trafic aérien comme Flight Radar. Par exemple, pour quand un témoin dit que y a une lumière qui se déplaçait, voir si ça peut venir de là. On peut être amené effectivement à utiliser aussi des logiciels de cartographie. Une autre compétence de l'enquêteur de terrain est celle de savoir utiliser des questionnaires qui soient fiables, c'est-à-dire des questionnaires qui ne soient pas inducteurs de réponses. Il faut poser des questions larges, ne pas influencer les éventuelles réponses. Il faut aussi maintenant devenir expert en photographie et en vidéo. Donc tout ça fait partie d'un métier qui devient de plus en plus complexe, mais à ces difficultés s'ajoute aussi la multiplication des canulars vidéo qui circulent sur le net, des nouvelles formes de mystification. Par exemple, des gens qui font des fausses vidéos d'OVNI pour des objectifs de vue sur Internet, de rémunération indirecte avec les publicités YouTube, par exemple. Et effectivement, à l'étranger, par exemple, surtout aux USA, il y a des chaînes qui sont spécialisées dans la fabrication de fausses vidéos d'OVNI, et parfois ça atteint plusieurs millions de vues. Je pourrais citer des exemples documentés. Et à ça, il y a aussi le problème de ça c'était la désinformation amplifiante, comme le disait Joël Ménard, qui le différencie de la désinformation réductrice, qui elle vise à minimiser de véritables cas d'observation de pan OVNI. Et ça, actuellement, au niveau des USA, on remarque qu'il y a certains bureaux d'enquête qui effectivement utilisent ces techniques-là. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'il n'y a absolument rien à voir derrière le phénomène, que tout est expliqué, que c'est des phénomènes naturels, que c'est des prototypes militaires. Mais quand on étudie la liste des prototypes militaires qu'ils citent et des programmes secrets, on les connaissait déjà. C'est-à-dire que dans les années 47, il y avait des avions en forme de soucoupe
en forme de demi-lune, les Shenzhou V173, mais ces avions, ils allaient pas à 200, ils allaient à 220 km/h. Donc, ils allaient certainement pas égaler les performances des disques volants de l'époque. Je pourrais citer des exemples, les ailes volantes, les Greg B 49 par exemple. C'était effectivement des modèles qui étaient développés dans les années 45-50, en très peu d'exemplaires déjà. Ils pouvaient paraître futuristes, mais ils étaient très instables. Donc on les a arrêtés rapidement. Et puis ils allaient pas, le meilleur devait aller à 800 km/h par exemple. Donc tous ces programmes qu'on cite comme étant des confusions, ça colle pas avec les caractéristiques des ovnis. Et d'autre part, ce bureau d'enquête américain s'est fait prendre, d'après mes travaux, en occultant des informations. C'est-à-dire que toutes les grandes vagues des années 50, mais il n'en parle pas dans ses rapports. Il n'y a pas de mention des 3500 rencontres pilotes ovnis qui sont officiellement enregistrées. On n'a pas mention de la grande vague de 47. Quel est un lot et appel mentionné, encore ils se sont trompés de date dans le dernier rapport de l'ARO. On passe sous silence l'énorme vague de 1952 et celle de 1954 aussi. Bref, voilà tout ce à quoi on doit faire attention. Donc on est en permanence en train de jongler entre de la désinformation, qu'elle soit amplificatrice ou réductrice, pour essayer de trouver la vérité. Tout à fait. Il y a tellement de sujets qui sont amplifiants dans le domaine ufologique. Il y a tellement de sujets où les gens peuvent penser à de la fiction. Alors, j'en dirai pas plus. Voilà. Je te remercie, Franck. Merci. Et c'est toujours un plaisir de venir au stand de LDLN parce que on y trouve de la bonne littérature. Là, j'étais en train de voir ce numéro. Il y a toutes les photos qui ont été prises du FestOVNI, qui fut un superbe événement. Et que l'année prochaine, on réorganise de nouveau le 10 et 11 mai en participation, toujours avec le MUFON France. C'est une bonne nouvelle. Je tiens à préciser. Voilà. Merci à toi. Merci.